Bien, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je pense qu'on verra tout à l'heure le directeur de cabinet peut-être, du préfet, ou les responsables de la mairie, chef historique aussi de la défense, messieurs les officiers généraux, chers camarades, messieurs les professeurs, et j'ai reconnu le président de notre comité scientifique du musée, Monsieur le Président de la Norgende, cher Renaud, mon capitaine, mesdames et messieurs, chers amis. Au moment de clore ce colloque sur le thème à la fois prestigieux, solennel, chargé d'histoire, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le général d'armée Richard Lizuret, notre directeur général de la gendarmerie, qui devait et souhaitait être naturellement présent, mais qui, hélas, est retenu, vous l'imaginez bien en ce moment, où les cabinets sont particulièrement occupés, et avec, qui plus est, 2 ministres, plus 2 secrétaires d'État, ce qui fait beaucoup pour un même homme, a d'autres donc obligations et retenues, et c'est dans son nom que j'adresse ici mes remerciements et mes félicitations aux intervenants et participants de ce colloque. La qualité des propos qui ont été tenus et qui m'ont été rapportés par le président, la variété des sujets évoqués, la réflexion menée, votre présence même, ainsi que celle des auditeurs venus en nombre dans la journée, j'avais détaché mon chargé de mission, sont autant d'hommages rendus à chacun des gendarmes qui, au cours de l'histoire de notre institution, ont donné leur vie pour notre patrie. Je souhaite remercier évidemment également les organisateurs, la Norgende et son président, Ramillan Desfarges, le directeur scientifique de ce colloque qui était le capitaine de réserve, qui est toujours d'ailleurs un capitaine de réserve, Stéphane Blond, maître de conférence en histoire à l'université d'Évry. Tous ensemble, vous avez illustré 2 qualités que nous attribuons à la Norgende et qui sont à la fois l'exigence et le dynamisme. Exigence de vos rassemblements, toujours passionnants, j'en témoigne, puisque je vous côtoie aussi à la banque. Et puis, un dynamisme, celui de votre travail, de votre implication au cœur de la vie, et notamment militaire, de notre pays. La réussite de ce colloque, donc sur le fond comme sur la forme, vous doit beaucoup. Je vous remercie de votre engagement, d'autant plus désintéressé qu'il est le fait des réservistes, ce qui confirme votre intérêt authentique, vrai, passionné pour l'institution et bien entendu toute la richesse et la valeur de votre statut. Sans les réservistes, vous le savez bien, et nous le disons suffisamment souvent, je l'écris parfois moi-même dans la revue Aster, notre maison, notre institution ne serait pas celle qu'elle est. Je remercie bien sûr aussi le chef d'escadron de réserve Michel Roucaud pour la superbe exposition sur le service national que j'ai pu admirer et qui se trouve dans l'atrium. Là encore, les pièces exposées rappellent l'importance de l'engagement citoyen dans la mémoire collective de notre pays et de nos compatriotes. Réflexion combien d'actualité alors que se construit le nouveau service national universel avec d'autres ministères et en particulier d'ailleurs le secrétaire d'État qui a été nommé auprès du ministre de l'Éducation nationale. Je ne suis pas historien, je ne vais donc pas m'aventurer au moment de clôture cette journée sur les chemins d'une exploration, d'une explication des batailles de notre histoire. D'autres, bien plus qualifiés que moi, l'ont fait avec beaucoup plus de compétences. Cependant, je souhaite profiter de cette prise de parole pour apporter ma double vision, à la fois de militaire et de gendarme, sur notre drapeau et sur sa signification profonde. En tant que militaire, tout d'abord, le drapeau représente pour moi la France, notre pays, mais il revêt également, au travers des cérémonies ou des commémorations
Et nous sommes cette année à la fin d'un cycle mémoriel du centenaire de la Grande Guerre, en cette année donc où les cérémonies ont été nombreuses. Tout cela revêt, disais-je, un caractère sacré qui mérite un peu quelques explications. La présentation au drapeau en école est souvent d'ailleurs une première grande cérémonie à laquelle participent les militaires. En tout cas, c'est ce que l'on apprend au tout début de notre vie militaire. On est présenté au drapeau car on vient prendre rang derrière les aînés, derrière les anciens, à son service, et donc à celui de la patrie. À l'école des officiers de la gendarmerie, comme dans toutes les grandes écoles militaires, et peut-être même avant, dans les lycées de la défense, j'étais amené un peu à le rappeler à notre secrétaire d'État et à notre ministre, qui parfois, sur les lycées de défense, se demandaient pourquoi on avait ces cérémonies de présentation au drapeau, pourquoi il y avait ce type de cérémonie militaire. Eh bien, parce que dans un lycée militaire, un lycée de défense, tout commence aussi par une présentation au drapeau, et c'est ce qui fait sens et ce qui donne du sens à ces lycées de la défense. On est présenté. Donc, à l'EOGN et dans les écoles militaires, les élèves officiers le veillent pendant généralement une nuit entière, et ensuite peuvent être adoubés. Le porter également, faire partie de sa garde durant les prises d'armes est un immense honneur. Le drapeau ne représente pas qu'une formation ou une unité, il est aussi sacré car il représente, vous le savez plus largement, le pays, la nation au sein d'une communauté d'hommes et de femmes qui se donnent un destin commun et qui se reconnaissent des valeurs communes jusqu'au sacrifice ultime. C'est ce qui d'ailleurs témoigne de notre appartenance à un statut spécifique et particulier qui est le statut militaire. À cette dernière, donc, servir, protéger, c'est le rôle de l'unité qui détient ce drapeau pour accomplir cet acte avec honneur, valeur et discipline. Il s'agit là d'une mission donc sacrée. Et pour reprendre les mots qu'Ernest Renan employait pour parler de la nation, on pourrait dire que ce drapeau représente deux faces indissociables. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore. Là est donc bien la clé. Le drapeau de la gendarmerie ne représente pas l'institution en elle-même, mais la communauté des hommes et des femmes qui l'ont servi, qui la servent et qui la serviront encore au-delà des époques et avec une même volonté. Les inscriptions qu'il porte dans ses plis nous renvoient à une histoire, certes, mais elles nous renvoient surtout à tous ceux qui se sont succédés pour l'écrire. Elle nous renvoie à des vertus de dévouement, de courage, d'honneur et de service qui sont intemporelles, qui furent, demeurent, resteront celles que choisissent de servir et d'observer tous les militaires, qu'ils soient d'ailleurs gendarmes ou non. C'est pourquoi, comme gendarme cette fois-ci, je ne veux pas revenir uniquement sur les batailles inscrites dans les plis de notre drapeau. Elles font partie de notre histoire, elles en constituent des marque-pages dans le livre de la grande histoire de la gendarmerie. Elles ancrent néanmoins notre maison dans l'histoire militaire de la France et constituent à la fois ses racines et son engagement permanent à servir par et pour les armes de la France. Mais si la gendarmerie sait répondre présente en temps de guerre, c'est en temps de paix qu'elle est pleinement mobilisée. Et c'est sans doute là sa grande singularité au sein d'une communauté militaire qui, certes, se mobilise également au quotidien sur des missions en temps de paix ou en temps de crise. Mais c'est tout de même la gendarmerie qui, je dirais qu'entre chaque marque-page de cette grande histoire, ouvre de nombreuses autres pages qui méritent, elles aussi, que l'on s'y attarde un instant. Et il m'a semblé important, dans notre temps de paix, d'évoquer toutes ces batailles du quotidien, qui ne figurent pas, c'est vrai, sur notre drapeau, mais elles sont menées
chaque jour par nos gendarmes, et ceux-là même qui laissent leur vie ou peuvent être blessés en opération. Je rappelle le chiffre que le directeur du personnel connaît par cœur et livre à nos autorités. Ce sont chaque année, chaque jour, 20 gendarmes qui sont blessés en service sur le territoire national. J'ai une pensée toute particulière à cet instant pour le gendarme Sébastien Turin de l'escadron 14/7 de Longeville-Saint-Avold, qui a perdu la vie ce week-end alors qu'il portait assistance à un conducteur impliqué dans un accident de la route. C'est cela aussi, la bataille du quotidien. Ce sont ces batailles menées contre la délinquance, contre la criminalité, contre les acteurs de terrorisme et contre l'insécurité routière, je le disais, ou la violence routière, mais pour la sécurisation aussi de tous les grands événements sur le terrain, qu'ils soient physiques ou un peu plus immatériels dans le cyberespace. Ces combats également menés au quotidien nécessitent du courage. Et il en faut pour cette patrouille qui doit annoncer à la famille qui vient de perdre un proche à l'occasion d'un accident, à l'occasion d'une violence quelconque, d'un fait en tout cas criminel, eh bien, il faut beaucoup de courage. Je suis toujours frappé avec ce film, l'annonce, de voir à quel point il est difficile pour un gendarme d'annoncer à un proche la disparition d'un être cher. Et puis, il faut aussi de l'empathie, il faut de la force de persuasion pour intervenir avec calme sur une rixe, sur une violence, sur un différend familial, après des moments forts, intenses, d'efforts, de patience. On va peut-être laisser derrière soi une situation apaisée. On va peut-être aussi y laisser la vie, et je pense à Audrey et à Alicia, à Colobrières. On intervenait sur un différend familial. L'empathie, la force de persuasion du gendarme qui intervient sur ce type de fait, c'est aussi celle de l'enquêteur qui, pendant des mois, des années, sur une enquête difficile, va pouvoir enfin apporter une solution à une famille en détresse qui recherchait un criminel ou qui recherchait une explication au crime commis. Et puis, le calme imperturbable de nos gendarmes mobiles qui, sous les coups, sous les violences, sous les insultes, sous les jets de projectiles, parviennent à tenir ferme et à empêcher que la situation ne dégénère. Toutes ces batailles ne figureront jamais sur le drapeau de la gendarmerie, mais elles sont réelles et nous les menons avec une grande conviction. Toutes ces batailles, vous les menez, les réservistes, à nos côtés, à côté de ceux de l'active. Et je souligne encore une fois la place qu'elle tient dans notre maison. Ce n'est pas neutre. Plus de 30 000 hommes, quand la gendarmerie en compte 100 000. Hommes avec un H majuscule, hommes et femmes naturellement. Déterminés, courageux, volontaires, à l'exemple de ceux qui ont été décorés ici même, il y a quelques jours, pour leur engagement exemplaire sur l'île de Saint-Martin, suite au passage de l'ouragan Irma. Je salue celui qui était leur chef pendant un détachement et qui s'appelait, et qui s'appelle toujours aussi, le capitaine Franck Gouvy, qui avait servi sous mes ordres, il y a de cela un certain temps, près de 40 ans maintenant, à Perpignan. Vous étiez aussi présents, les réservistes, à Trèbes, dans l'Aude, au moment des inondations, et vous avez renforcé le groupement de gendarmerie départementale. Toutes ces actions, nous les menons, vous les menez, avec nos collègues, amis, civils, avec les élus, les acteurs du monde économique et associatif qui partagent nos idéaux et notre conception du service à autrui, et qui contribuent parce qu'ils sont convaincus à l'esprit de sécurité, convaincus de la nécessité d'être solidaires
et de disposer de cet esprit de cohésion. Nous vous devons donc un grand merci et au nom du directeur général, je vous l'adresse sincèrement ce soir de nouveau, solennellement, sincèrement. Pour conclure, je reprendrai les mots du directeur général de la gendarmerie qui, dans son édito de la plaquette du colloque, évoquait l'importance de connaître, de commémorer, d'enseigner. Connaître, c'était précisément l'objectif de cette journée, et je crois que l'objectif est pleinement atteint. Commémorer, c'est ce que nous allons faire dans quelques instants, car si en France tout commence ou tout finit par des chansons, dans une cérémonie ou dans un rassemblement militaire, tout commence ou tout finit par un dépôt de gerbes ou une manifestation devant un monument. Et enfin, je dirais que dès à présent, à vous, à nous, d'enseigner en préservant, en diffusant cet exemple. Et je remercie encore la Norgende pour son inestimable travail en ce sens, la diffusion de cet esprit de service qui nous anime, qui vous anime, et qui doit animer chaque réserviste que je croise pratiquement au quotidien dans mes différentes fonctions d'inspecteur général des armées. J'étais encore au colloque et aux assises animées par Florence Parly et Geneviève Dariussec samedi dernier sur la garde nationale. La garde nationale, c'est un ensemble, évidemment, de réservistes de toutes les armées, de la police nationale et de la gendarmerie. Sans vous, sans ces réservistes, sans eux, je crois sincèrement que la gendarmerie ne serait pas la gendarmerie nationale. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup, mon général. En cette date, en ce 23 octobre, date anniversaire de la bataille de Ville-Audrigot, mon général, le capitaine Stéphane Blon, en tant que directeur scientifique du colloque, et moi, en tant que président de la Norgende, nous vous, en remerciement de nous avoir accueillis à la direction générale de la gendarmerie nationale, nous vous demandons de remettre au général Lizuret ce trophée. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Comme les photos se font face aux photographes, je ne manquerai pas de transmettre au général Lizuret. Je l'aurais bien gardé pour moi, mais j'en ai déjà eu une. Et puis, elle est gravée au nom du général d'armée, Richard Lizuret. C'est pour lui. Merci en tout cas. Merci pour lui. C'est très bien. Merci beaucoup. Voilà.